Salut tout le monde, aujourd'hui on va plonger au cœur d'un principe fondamental, celui qui, littéralement, alimente notre monde. On va décortiquer ensemble, pas à pas, comment un simple mouvement de rotation peut se transformer en électricité. Alors, la question qu'on se pose est finalement assez simple. Comment est-ce qu'un truc qui tourne, une simple rotation, peut être à l'origine de l'énergie qui fait fonctionner nos villes, nos maisons, absolument tout? C'est le mystère qu'on va éclaircir ensemble. Bon, pour répondre à ça, il faut commencer par la base, l'idée centrale, le principe physique qui rend tout ça possible, cette conversion presque magique du mouvement en électricité. Et voilà le montage. Ça a l'air super simple, hein? On a juste une bobine de fil de cuivre et elle va tourner tout près d'un aimant, c'est tout. Mais croyez-moi, c'est dans cette interaction en apparence toute bête que se cache la clé de tout le processus. Et le principe physique qui explique tout ça, c'est la loi de l'induction de Faraday. Alors attention, ce qu'elle nous dit, c'est vraiment essentiel. Ce n'est pas juste la présence de l'aimant qui crée du courant. Non, c'est le changement. C'est parce que le champ magnétique varie, qu'il bouge par rapport à la bobine, que les électrons se mettent en mouvement. C'est ça qui crée la tension. Le changement, voilà le véritable ingrédient secret. Très bien. Alors si on voit ça comme une recette de cuisine, quels sont les ingrédients qui vont déterminer la quantité d'électricité qu'on va pouvoir produire? Parce que oui, la tension qu'on va générer, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Elle dépend directement de plusieurs facteurs qu'on peut mesurer, qu'on peut contrôler et donc qu'on peut calculer. Alors, quels sont ces fameux facteurs? D'abord, on a N, c'est le nombre de spires, en gros le nombre de fois où le fil est enroulé. Ici, c'est 500. Ensuite, S, la surface, la taille de la bobine. Puis B, l'intensité du champ magnétique. Ça, pour l'instant, c'est notre inconnu. Et enfin, oméga, un petit symbole grec pour désigner la vitesse de rotation. La règle générale est simple, plus ces valeurs sont grandes, plus la tension sera forte. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients sur la table, voyons comment la physique les mélange dans une recette bien précise. Et voilà la fameuse recette. Cette équation, E égale NBS oméga sinus oméga t, elle peut sembler un peu barbare, mais en réalité, elle ne fait que raconter notre histoire. On y retrouve nos ingrédients, N, B, S et oméga. C'est juste la description mathématique de ce qui est en train de se passer. C'est ici que ça devient une véritable enquête de détective. On a une inconnue dans notre recette, B, la force de l'aimant. Et pour la trouver, on va devoir analyser les preuves, c'est-à-dire le signal électrique qu'on a produit. Et notre outil de détective, notre loupe, c'est l'oscilloscope. C'est un appareil génial qui nous permet de littéralement voir l'électricité. Il trace une courbe qui nous montre la tension au fil du temps et cette courbe est bourrée d'indices. Premier indice que l'oscilloscope nous donne, la période. C'est le temps que met la bobine à faire un tour complet. Et ici, on mesure 40 millisecondes. C'est noté. Et ce qui est super pratique, c'est qu'à partir de cette période, on peut en déduire un autre de nos ingrédients, la vitesse de rotation, oméga. Après un petit calcul, on trouve 50 pi radians par seconde. Pas de panique, c'est juste une autre unité pour mesurer la vitesse, mais elle est bien plus pratique pour notre formule. On a donc notre vitesse. Et voici notre dernier indice, le plus important. L'oscilloscope nous montre le point le plus haut de la courbe, la tension maximale atteinte à chaque tour. Et cette valeur, c'est 3 volts. C'est la puissance de pointe de notre petit générateur. Ça y est, on a tout ce qu'il nous faut. On connaît le nombre de spires, la surface, la vitesse et la tension maximale. Il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle pour résoudre notre mystère. Quelle est la force de cet aimant? Pour ça, c'est simple. On reprend notre recette mathématique et on la réarrange un peu pour isoler la seule chose qu'on cherche, B. La force de l'aimant, c'est donc la tension maximale qu'on a mesurée, divisée par tous les autres ingrédients qu'on connaît déjà. Allez, on fait le calcul. On part de nos 3 volts, on divise par les 500 spires, ensuite on divise par la surface à tension bien convertie en mètres carrés, ça fait 0,001. Et pour finir, on divise par la vitesse de rotation qu'on a calculée, 50 pi. Et le résultat est 38,2 millitesla. Et voilà, le mystère est résolu. C'est la force du champ magnétique de notre aimant. On a réussi à mesurer une force complètement invisible simplement en faisant tourner une bobine de fil à côté. Bon, c'est bien beau d'avoir résolu le calcul, mais maintenant prenons un peu de recul pour bien comprendre la portée de ce qu'on vient de faire. Ce que cette expérience nous montre, c'est que ce montage tout simple, une bobine, un aimant et du mouvement, se comporte exactement comme un générateur électrique. C'est sa définition la plus pure. Et le point crucial à retenir, c'est que ce principe est absolument universel. Qu'il s'agisse de notre petite bobine de laboratoire ou de l'énorme turbine d'une centrale nucléaire, la physique derrière est exactement la même. C'est toujours un mouvement entre un conducteur et un champ magnétique qui génère notre électricité.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée un peu vertigineuse. Si ce petit dispositif peut créer 3 volts, imaginez un instant l'énergie qui est générée par la rotation de notre propre planète dans le champ magnétique du Soleil. Ce simple principe physique, mais à une échelle cosmique, ça donne le tournis, n'est-ce pas?